Alors que la Seconde Guerre mondiale progressait vers sa 5e année, la machine de guerre allemande, qui pour Adolf Hitler avait autrefois semblé si assurée de la suprématie militaire, était bien et bien en train de fléchir. La défaite à Stalingrad en février 1943 avait coûté cher aux nazis et les Alliés étaient de bien placés pour capitaliser sur leur avantage. Cependant, les dirigeants alliés étaient tous trop conscients des dangers encore à surmonter et ils ont procédé avec la plus grande prudence, commençant à prendre des mesures hésitantes mais très positives vers la victoire. En juillet 1943, les progrès étaient très certainement évidents. En mer, les Alliés remportaient à la bataille de l'Atlantique. Les mesures convenues par le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Franklin D. Roosevelt lors de la conférence de Casablanca 7 mois auparavant pour vaincre la menace des U-boats commençaient maintenant à donner des résultats. Pour les Allemands, avec le moral en chute libre parmi les équipages des U-boats, leur commandant, le grand amiral Karl Dönitz, n'avait d'autre choix que de leur ordonner de se retirer des principales routes de convoi dans l'Atlantique Nord. Mais pour les Alliés, c'était juste le coup de pouce dont ils avaient le besoin. Le succès contre les U-boats signifiait que les Britanniques et les Américains pouvaient continuer à renforcer leurs forces pour l'opération Overlord, l'invasion de l'Europe occidentale. Dans les cieux au-dessus de l'Europe, l'opération Point Blank, le nom de code donné lors de la conférence de Casablanca pour une campagne de bombardement 24 heures sur 24 contre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, était en cours. L'armée de l'air américaine bombardait des cibles partout en Europe occidentale pendant la journée, tandis que la Royal Air Force continuait la nuit. Entre-temps, la campagne en Afrique du Nord s'était terminée par une victoire totale des Alliés. À la mi-mai 1943, près d'un quart de million de soldats allemands et italiens en Tunisie étaient passés en captivité alliée. Pour l'Allemagne nazie, c'était une catastrophe militaire plus grande que celle de Stalingrad. Les planificateurs militaires britanniques et américains étaient maintenant occupés à préparer la prochaine étape de la guerre en convenant d'une politique Hitler d'abord. En mai 1943, Churchill, Roosevelt et leur état-major militaire se sont réunis à Washington DC lors d'une conférence codée Trident. Avec toute l'Afrique du Nord sur le point de tomber entre leurs mains, les Alliés ont convenu qu'une invasion de la Sicile, codée Opération Husky, était la prochaine étape logique. Mais sur l'endroit où aller après cela, il n'y avait pas de consensus. Les Américains voulaient envahir le nord de la France pour assurer une fin rapide à la guerre. Les Britanniques voulaient aussi une invasion transmanche, mais seulement après que les puissantes forces de l'Allemagne nazie aient été usées ailleurs. Ils craignaient un bain de sang comme le massacre dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les Britanniques ont soutenu que renverser le régime fasciste de Benito Mussolini, sortir l'Italie de la guerre et faire combattre l'ennemi pour le sud de la France, les Balkans ou la Grèce serait le meilleur moyen de garantir le succès de l'opération Overlord. Les Américains étaient fortement en désaccord, soutenant qu'une telle stratégie serait une diversion des ressources et des efforts. Ils poussaient pour une invasion transmanche précoce, car cela soulagerait la pression sur l'armée rouge sur le front de l'Est. Parce que tout le temps, la peur qu'ils ne le fassent pas, les Russes pourraient conclure un accord avec Adolf Hitler, comme cela avait été le cas en août 1939. L'Allemagne nazie possédait encore d'énormes pans de territoire soviétique. Et avec la fonte des neiges, au retour du printemps, les généraux de Hitler attendaient avec impatience de venger la catastrophe de Stalingrad. Ainsi,
Alors que les préparatifs de l'opération Husky se mettaient en place, avec Hitler convaincu que ses ennemis ciblaient une attaque sur la Sardaigne, grâce aux efforts du renseignement allié, la bataille pour reprendre le contrôle de l'Europe continentale commençait sérieusement. Lors de la conférence Trident à Washington DC le mois précédent, les chefs d'état-major américains et britanniques avaient de fixer une date pour l'opération Overlord pour le 1er mai 1944. Néanmoins, les Britanniques étaient désireux de prendre pied en Europe beaucoup plus tôt. La Sicile n'était que la première étape, l'ensemble de l'Italie était le véritable prix, ou du moins c'est ce que Churchill et ses conseillers militaires soutenaient. Mais le général George C. Marshall, chef d'état-major de l'armée américaine et la véritable force motrice derrière l'effort de guerre américain, était sous une grande pression du général Douglas MacArthur, commandant des forces alliées dans le Pacifique Sud-Ouest, pour lui donner plus de ressources pour la guerre contre l'Empire japonais. Marshall n'était prêt qu'à engager les forces américaines dans une invasion de la Sardaigne et a ordonné au général Dwight D. Eisenhower de ne monter que des opérations en exploitation de l'attaque sur la Sicile qui pourraient être calculées pour éliminer l'Italie de la guerre. Une fois la conférence Trident terminée, Churchill et son conseiller militaire le plus haut gradé, le général Sir Alan Brooke, chef de l'état-major général impérial, se sont rendus en Afrique du Nord pour essayer de persuader Eisenhower que Marshall était myope et pour demander son soutien à leur appel à une invasion de l'Italie. Sous la pression de Marshall, Eisenhower a été contraint à la prudence. Il a dit aux dirigeants britanniques que si l'opération Husky était couronnée de succès, il soutiendrait le passage en Italie, mais pas avant. Alors que les Alliés restaient hésitants, pour les puissances de l'axe d'Hitler, une crise politique et stratégique majeure se développait. En Italie, il y avait maintenant une véritable peur que les Alliés renversent le dictateur fasciste Benito Mussolini et Adolf Hitler, regardaient les événements en Méditerranée avec une anxiété croissante. En raison de l'énorme fardeau imposé aux forces allemandes par les combats en Russie et la perte de 8 divisions de l'Axe en Tunisie plus tôt dans l'année, le placard en Méditerranée pour ainsi dire, était pratiquement vide. La grande question stratégique qui se posait maintenant au Führer était « Où les Alliés frapperont-ils ensuite ?» Son commandant du théâtre méditerranéen, le maréchal Kesselring, et les chefs de l'armée italienne croyaient tous qu'une invasion de la Sicile était imminente. Mais Hitler n'en était pas si sûr. Aveuglé par le manque total de renseignements fiables, il croyait que les Alliés débarqueraient en Sardaigne. De là, il prendrait logiquement la Corse, qui serait un tremplin pour le sud de la France ou l'Italie. Alternativement, les Alliés pourraient envahir la Grèce. Hitler a basé sa réflexion sur des informations tirées de documents top secrets trouvés sur un officier des Royal Marines dont le corps avait été retrouvé sur une plage du sud de l'Espagne en avril 1943. Les autorités espagnoles qui ont trouvé le corps pensaient que le Royal Marine s'était noyé dans un accident d'avion en Méditerranée. Des copies des documents originaux transmis à l'intelligence allemande par un officier naval espagnol pro-nazi semblaient montrer que la Sardaigne et la Grèce étaient les prochaines sur la liste des Alliés. Hitler a donc ordonné l'envoi d'une division de Panzer en Grèce, une autre division d'infanterie motorisée en Sardaigne et 2 divisions d'élite de parachutistes dans le sud de la France pour être prêtes pour toute invasion. En fait, toute cette affaire
était le produit d'une remarquable opération de renseignement britannique, car le Royal Marine en question était en réalité mort de pneumonie en Grande-Bretagne. Son corps avait été largué très près de la côte espagnole par un sous-marin de la Royal Navy, et tous les documents et lettres plantés sur lui étaient de bien sûr faux. Grâce à cette ruse ingénieuse, la demi-million d'armée anglo-américaine affectée à l'opération Husky surpasserait en nombre les troupes de l'Axe laissées pour défendre la Sicile de près de 2 contre 1. Les Allemands n'avaient en fait que 2 formations sous-dimensionnées pour repousser l'assaut. Pas moins de 8 divisions britanniques, américaines et canadiennes étaient prêtes à attaquer le premier jour de l'opération Husky, ce qui en faisait la plus grande opération militaire entreprise par les Alliés à ce jour dans la guerre. En fait, plus d'hommes débarqueraient en Sicile lors des premières 24 heures de cette invasion que sur les plages de Normandie lors d'une période comparable le jour J, presque 1 an plus tard. Et de plus, 2 autres divisions, une britannique et une américaine, viendraient ensuite renforcer la tête de pont alliée en Sicile, une fois celle-ci sécurisée. Alors que le soleil se levait le 5 juillet 1943, 5 flottes d'invasion sous le commandement global de l'amiral Sir Andrew Cunningham se dirigeaient vers la Sicile depuis les extrémités opposées de la Méditerranée. Au large de l'île forteresse de Malte, moins de 24 heures avant les véritables débarquements, les flottes formèrent 2 groupes. Le premier était la force opérationnelle de l'Est, sous le vice-amiral de la Royal Navy Bertram Ramsay, composé de près de 1700 navires de guerre, de transport de troupes et de navires de débarquement, avec 4 divisions britanniques et canadiennes sous le commandement du général Sir Bernard Montgomery. Le deuxième groupe était la force opérationnelle de l'Ouest sous le vice-amiral de la marine américaine Kent Hewitt, avec 1700 autres navires et 4 divisions américaines dirigées par le lieutenant-général George S. Patton. Les planificateurs de l'opération Husky avaient une autre surprise, prête pour les troupes de l'Axe sur l'île, à savoir des troupes de parachutistes et de planeurs prêtes à atterrir derrière les plages d'invasion de la 1re division aéroportée britannique et de la 82e division aéroportée américaine. Suite aux atterrissages aéroportés allemands réussis mais coûteux en Crète en mai 41, les Alliés avaient levé plusieurs divisions de parachutistes et de troupes de planeurs et l'opération Husky devait être leur baptême du feu. Eisenhower, toujours le professionnel accompli, a choisi son adjoint, le général Sir Harold Alexander, largement connu pour son charme et son sang-froid sous le feu, pour prendre en charge l'opération Husky. Et si le charme et la tête froide étaient de jamais nécessaires, c'était maintenant, car servant sous Alexander en tant que ses principaux commandants de champ de bataille, était le général Sir Bernard Montgomery, célèbre pour sa victoire à El Alamein, et le général George S. Patton Jr., bien connu pour son style de leadership agressif et flamboyant. Husky était la première opération dans laquelle ces 2 commandants de champs de bataille ambitieux et notoirement égocentriques se retrouveraient à servir côte à côte, et dès le départ, si jamais 2 personnalités étaient destinées à se heurter, c'était Montgomery et Patton. L'invasion alliée de la Sicile a commencé aux premières heures du 10 juillet 1943.
La 7e armée de Patton débarquerait sur un front de 40 miles sur la côte sud de l'île, tandis que la 8e armée de Montgomery débarquerait sur un front de 40 miles de large de part et d'autre du coin sud-est de la Sicile. Dans les premières étapes de la planification de Husky, il avait été prévu que l'objectif principal de Patton était le port de Palerme sur la côte nord-ouest de la Sicile. Mais les stratèges militaires alliés craignaient que les troupes américaines ne manquent d'expérience de combat nécessaire pour une telle opération audacieuse. Au lieu de cela, la 7e armée américaine a reçu la tâche de protéger le flanc gauche de Montgomery alors qu'il avançait vers Messine pour bloquer une retraite de l'Axe. Pour le général américain, largement connu sous le nom de Blood and Guts Patton, cela ne peut être décrit que comme un chiffon rouge pour un taureau. Et il était déterminé à prouver que les sceptiques avaient tort sur la valeur opérationnelle des hommes sous son commandement. Alors que Husky prenait de l'ampleur, Patton a rapidement eu l'occasion de prouver son point de vue au-delà de tout doute possible. Les choses n'auraient pas pu être meilleures pour la massive flotte d'invasion anglo-américaine, car elle a pu approcher la Sicile pratiquement sans opposition. Même si les sous-marins allemands ont réussi à couler 6 transports d'invasion et des navires de débarquement, il n'y avait aucun signe d'avions ennemis. Dans la préparation de l'opération Husky, les bombardiers alliés avaient détruit tous les aérodromes de Sicile, forçant la Luftwaffe allemande et la Regia Aeronautica italienne à retirer leurs avions restants vers l'Italie continentale. Face à 4000 avions alliés, ils ne pouvaient aligner que 1500 machines. En fait, la principale opposition à l'opération Husky venait du temps. La veille de l'invasion, pendant l'après-midi du 9, le vent a déclenché une tempête formidable, ce qui a rendu beaucoup d'hommes de la flotte d'invasion horriblement malades. Heureusement, les vents forts se sont calmés dans les dernières heures avant que les premières troupes alliées ne débarquent. Mais dans les cieux au-dessus de la Sicile, il y avait de forts courants aériens qui jouaient des tours aux formations d'avions et de planeurs transportant des troupes en route vers leur zone de largage et d'atterrissage. Les parachutistes et les planeurs ont été dispersés dans tout le sud de l'île. 47 des 134 planeurs britanniques ont fini dans la mer. Cependant, l'apparition soudaine de troupes aéroportées qui ont atteint leur destination sicilienne a créé un chaos derrière les plages tenues par l'ennemi. À 2h45 du matin, le 10 juillet, sous le couvert d'un bombardement naval dévastateur, les premières troupes d'assaut alliées ont débarqué. La stratégie d'Eisenhower avait permis aux Alliés d'établir rapidement leur première tête de pont sur le sol européen, mais bien que la force d'invasion sache parfaitement que l'ennemi se trouvait devant eux, ils n'avaient que peu d'idées de la résistance qu'ils allaient rencontrer. Fait intéressant, dans le secteur britannique, presque toutes les troupes italiennes défendant rencontrées par la 8e armée de Monty se sont rendues avec peu ou pas de tentatives de résistance. Sans surprise, la plupart des hommes servant dans les 6 divisions de défense côtière italiennes sur l'île étaient siciliens. Ils n'avaient que peu d'affection pour le régime fasciste de Mussolini et encore moins envie de voir leur patrie détruite par les ravages de la guerre. En quelques heures, Montgomery avait 4 divisions à terre avec la plupart de leurs armes lourdes. Cependant, Patton et les Américains ont rencontré une opposition beaucoup plus forte.
Le premier jour de l'invasion, des chars italiens puis allemands sont apparus, mais les Italiens ont rapidement été mis en déroute. Plus tard dans la journée, cependant, un groupe de combat de la division Hermann Göring a réussi à submerger un bataillon d'infanterie américain. Le lendemain, le 11 juillet, le général Alfredo Guzzoni, commandant en chef italien de toutes les troupes de l'Axe en Sicile, a ordonné à la division Hermann Göring, renforcée par la division italienne Livorno, de repousser l'ennemi à la mer. De plus, des avions allemands et italiens basés sur le continent italien se sont joints à l'attaque et les troupes américaines ont rapidement été assiégées. Les hommes de Patton ont désespérément combattu pour tenir l'ennemi à distance alors que les Panzers avançaient à moins de 2000 yards des plages d'invasion. Finalement, l'artillerie terrestre et navale américaine a brisé l'assaut de l'Axe et à droite de la tête de pont de la 7e armée américaine, une force de parachutistes et d'infanterie rapidement assemblée a stoppé une autre contre-attaque allemande. La 7e armée de Patton a subi 2300 pertes pendant les 24 heures les plus sanglantes de toute la campagne pour la Sicile et les Américains subiraient encore plus de pertes lourdes avant l'aube du 12 juillet. Des avions et des planeurs transportant 2000 hommes ont été ordonnés par Patton pour renforcer la 82e division aéroportée. Et bien que 23 avions aient été abattus, tuant 200 parachutistes américains supplémentaires, la menace dans le secteur américain avait passé. Avec les têtes de pont sécurisées, les Alliés ont rapidement introduit 2 nouvelles avancées technologiques américaines qui joueraient un rôle énorme dans la défaite d'Adolf Hitler. Le navire de débarquement de chars, ou LST, comme il était officiellement connu, et le camion de ravitaillement amphibie de 2,5 tonnes, plus confusément connu sous le nom de Duke Adubeo, se sont avérés inestimables dans l'opération Husky. Ayant besoin de débarquer rapidement des hommes et des munitions, les forces d'invasion alliées n'avaient plus à dépendre de la capture précoce d'un port tenu par l'ennemi, ce qui serait crucial lors de l'opération Overlord. Cette invasion prévue de l'Europe occidentale prenait déjà de l'ampleur et les ingénieurs britanniques étaient occupés à développer un projet encore plus ambitieux pour s'assurer que les troupes et les fournitures alliées pouvaient être mises en place précisément là où elles étaient nécessaires. Mulberry était le nom de code d'un port flottant préfabriqué, capable de monter et descendre avec les marées au large de la côte de France, mais beaucoup plus de travail allait être nécessaire pour transformer le concept audacieux en réalité. Cependant, après avoir réussi à faire débarquer en toute sécurité des centaines de milliers de troupes alliées en Sicile, les fissures dans le haut commandement allié commençaient à apparaître. Les troupes canadiennes et britanniques avaient rapidement dégagé le coin sud-est de l'île, mais alors qu'elles avançaient vers le nord en direction du port de Messine pour piéger toutes les forces de l'Axe du général Guzzoni, elles ont rencontré une forte résistance allemande. Des chars Panzer, renforcés par des unités de parachutistes d'élite venus du sud de la France, se tenaient maintenant sur leur chemin. Le paysage a également joué son rôle en rendant les choses plus difficiles, car derrière les Panzers se trouvait le volcan semi-actif, l'Etna, s'élevant à 10 000 pieds au-dessus de la plaine de Catane. Pour contourner les positions allemandes dans les contreforts de l'Etna, Montgomery a demandé à Alexander de déplacer la frontière entre sa 8e armée et la 7e armée de Patton le 13 juillet. Le déplacement de la frontière a permis aux Britanniques d'avancer sur la route 124, la route principale menant au centre de la Sicile, avant de tourner vers le nord-est à Enna en direction de Messine. Patton était furieux. Comme beaucoup de généraux américains,
il détestait Montgomery. En redessinant la frontière interarmée en faveur de Montgomery, Alexander reléguait la 7e armée américaine au rôle de bouclier de flanc pour la 8e armée. Patton a décidé que la meilleure façon de se venger de Montgomery était de capturer Palerme, la capitale de la Sicile ainsi qu'un grand port. Avec Palerme entre les mains des États-Unis et ses lignes d'approvisionnement sécurisées, il pourrait alors pousser vers l'est en direction de Messine et y arriver avant son rival britannique. Pour amadouer Alexander, il a réussi à le faire accepter une reconnaissance en direction de la ville d'Agrigento par ses troupes. Une fois Agrigento tombé le 15 juillet, Patton a persuadé Alexander de lui permettre de se diriger vers Palerme. Balayant les secondes pensées de son supérieur britannique, Blood and Guts a formé un corps spécial de 3 divisions à déplacement rapide pour saisir Palerme. Les troupes italiennes qu'ils ont rencontrées en chemin ont fait très peu pour les arrêter. Palerme est tombé le 22 juillet et 48 heures plus tard, tout l'ouest de la Sicile et 53 000 soldats italiens étaient entre les mains de la 7e armée américaine. En Italie, la nouvelle de la capture de Palerme par les troupes de Patton a été suivie quelques jours plus tard par l'effondrement du régime fasciste. Bien qu'il ait été dictateur de l'Italie depuis 1922, Benito Mussolini a toujours partagé le pouvoir avec le monarque italien, le roi Victor Emmanuel III et l'armée italienne. Le roi et l'armée n'ont jamais aimé l'alliance de Mussolini avec Hitler. Maintenant, elle menaçait de les faire tous tomber. L'invasion alliée de la Sicile était un avertissement pour les comploteurs antifascistes qu'ils manquèrent de temps. La dernière poussée a été fournie par un grand raid de bombardement américain sur Rome le 19 juillet. La cible avait été les principaux triages ferroviaires, mais de nombreuses bombes sont tombées à côté, tuant et blessant des centaines de civils italiens. L'humeur dans la ville était maintenant très hostile au régime fasciste. Le 24 juillet, Mussolini a convoqué le Grand Conseil fasciste à Rome pour faire face à la crise politique croissante. À la grande surprise de Mussolini, ses camarades fascistes lui ont fait savoir qu'ils avaient perdu confiance en lui et en son leadership, et le lendemain, le roi l'a démis de ses fonctions de Premier ministre et l'a fait arrêter. Sans qu'un coup de feu soit tiré, le régime fasciste de Mussolini s'est effondré. Le maréchal Pietro Badoglio, ancien chef de l'armée italienne, est devenu Premier ministre et, quelque peu anxieux de ne pas antagoniser les Allemands, il a annoncé que la guerre continue aux côtés de notre allié germanique. La nouvelle de la chute de Mussolini est arrivée à un moment critique de la campagne de Hitler à l'Est. Depuis le 5 juillet, une lutte titanesque entre la Wehrmacht et l'armée rouge se déroulait dans la chaleur étouffante des steppes russes. Mais pour la première fois dans la campagne sur le front de l'Est, les opérations militaires anglo-américaines allaient jouer un rôle crucial dans la décision de son issue. Pendant la majeure partie des 5 mois précédents, il y avait eu une impasse sur le théâtre russe. Une tentative de l'armée rouge d'exploiter leur victoire étonnante à Stalingrad avait été déjouée par une brillante contre-attaque des forces allemandes rassemblées par le maréchal Erich von Manstein, l'un des meilleurs commandants de champ de bataille de Hitler. La ville de Kharkov, capturée par les forces soviétiques en février, a été reprise par un corps de Panzer Waffen-SS en mars. Mais l'armée rouge avait réussi à conserver une saillie de territoire de 122 miles de large et 90 miles de profondeur entre Orel au nord et Belgorod au sud.
Au centre se trouvait la ville de Koursk. Avec le retour du beau temps sur le front russe, Hitler et ses généraux réfléchissaient à la suite des événements. Sur leur carte, ils pouvaient en voir que le front s'étendait maintenant de Leningrad au nord à Rostov-sur-le-Don au sud. La saillie à Koursk et les armées soviétiques entassées à l'intérieur semblaient mûres pour être cueillies. Le chef d'état-major de l'armée allemande, le général Kurt Zeitzler, voulait l'éliminer dans un puissant mouvement de tenaille. C'était également le cas de deux autres maréchaux clés de Hitler, Erich von Manstein et Hans von Kluge. Mais le Führer n'était pas encore prêt à s'engager. Après la capitulation des dernières Tough Forces de l'Axe en Italie le 13 mai, il craignait maintenant un débarquement anglo-américain sur le continent européen. La Wehrmacht devrait-elle essayer d'éliminer la saillie à Koursk ou devrait-elle attendre que l'armée rouge lance son offensive estivale principale? Une grande frappe préventive pourrait perturber les plans de Staline, mais si les Anglo-Américains débarquaient en Sardaigne, en Grèce ou en Sicile en même temps, Hitler n'aurait aucune réserve à épargner pour le théâtre méditerranéen. Pour une fois, le Führer ne pouvait pas se décider. Son inspecteur des troupes de Panzer, le célèbre commandant de Panzer, le général Heinz Guderian, était fermement opposé aux propositions. Il a demandé à Hitler « Est-il vraiment nécessaire d'attaquer Koursk, et même à l'Est cette année? Pensez-vous que quelqu'un sait même où se trouve Koursk? Le monde entier se moque que nous capturions Koursk ou non. » Le Führer a répondu « Je sais. Cette pensée me donne la nausée. » L'opération Citadelle, l'offensive de Koursk, initialement prévue pour le 4 mai, a été constamment reportée. Entre-temps, des informations transmises au haut commandement soviétique par les services de renseignement britanniques via le faux réseau d'espionnage Lucie basé en Suisse et les propres sources de l'armée rouge ont donné à Staline beaucoup d'avertissements sur les plans allemands. À l'été 1943, la Wehrmacht et l'armée rouge pouvaient chacune aligner environ 6 millions de soldats. Mais l'Allemagne nazie perdait la course aux armements face à l'Union soviétique. Jour après jour, l'équilibre des forces sur le front russe basculait de Hitler vers Staline. Pour l'attaque, la Wehrmacht rassemblait pas moins de 50 divisions, dont 17 divisions de Panzer. Et pour donner plus de punch à l'attaque, il y avait les nouveaux chars Tiger, les chars Panther et les énormes canons automoteurs Ferdinand de 88 mm. Au total, les Allemands ont déployé 900 000 hommes, 3 000 chars et près de 2 800 avions destinés à l'opération Citadelle. Mais le retard dans le lancement de l'offensive a donné à l'armée rouge le temps de construire un système élaboré de champs de mines, de fossés anti-chars et de positions de canons anti-chars pour protéger l'ensemble de la saillie de Koursk jusqu'à une profondeur de 95 miles. Pour empêcher toute percée de l'ennemi, Staline avait engagé pas moins de 1,3 million de soldats, 3 600 chars, 22 000 canons et près de 2 800 avions. Ainsi, en plus d'avoir perdu l'avantage de la surprise, la Wehrmacht était en infériorité numérique. Néanmoins, le 3 juillet, sans signe d'une grande manœuvre alliée en Méditerranée, le Führer a finalement donné le feu vert à l'opération Citadelle. « 24 heures plus tard, les troupes allemandes ont lancé des attaques de sondage sur le périmètre défensif extérieur de l'armée rouge. Le lendemain, l'offensive principale a commencé.
Sur le front du groupe d'armées centre, la 9e armée sous le général Walter Model formant la tenaille nord de l'opération Citadelle. Les chars ont lutté pour ouvrir les défenses soviétiques sur un front large de 30 miles. Mais après 4 jours, l'attaque a calé. Dans le sud, la 4e armée de Panzer et le détachement d'armée Kempf ont percé un trou de 20 miles de large. Le 12 juillet, ils étaient sur le point de percer les défenses soviétiques. Ce jour-là, la plus grande bataille de chars à ce jour a eu lieu lorsque 2 armées de chars allemandes et soviétiques se sont rencontrées pour se battre à Prokhorovka. Pendant 8 heures, des milliers d'hommes, en sueur et effrayés, ont roulé à l'intérieur de leurs machines lourdement blindées, lançant des projectiles d'acier les uns contre les autres, dans une chaleur aveuglante et une poussière étouffante. Des centaines sont morts, leurs corps déchirés par des éclats d'acier en fusion ou incinérés par l'explosion de carburant et de munitions. Mais même alors que la gigantesque bataille de chars faisait rage, l'armée rouge lançait une offensive contre le groupe d'armée centre. La 9e armée de Model a été forcée à la défensive. Le lendemain, le 13 juillet, Hitler a examiné les progrès de la citadelle. Un certain terrain avait été gagné, mais les pertes allemandes avaient été lourdes. 50 000 morts et blessés. L'invasion anglo-américaine de la Sicile 3 jours plus tôt avait rendu le Führer très inquiet. Désireux de rassembler les réserves dont il avait besoin pour maintenir l'Italie dans la guerre, il a ordonné l'arrêt de l'offensive de Koursk. La décision a marqué le début de la fin pour les Allemands en Russie. Désormais, l'initiative revenait à l'armée rouge. En l'espace de 15 jours, la Wehrmacht a été contrainte d'abandonner les champs de bataille de Koursk. Le 5 août 1943, Moscou a célébré la libération d'Orel et de Belgorod avec un énorme feu d'artifice. Moins de 3 semaines plus tard, le 24 août, les troupes soviétiques ont repris Kharkov pour la 2e et dernière fois. Entre-temps, Hitler s'efforçait de soutenir son allié italien, le douce Benito Mussolini. Le 19 juillet, Hitler s'est rendu en Italie pour s'entretenir avec Mussolini. Dans une villa fortement gardée à Feltre, le Führer a parlé sans arrêt pendant 2 heures pour insuffler à son ami le Duc un nouveau courage et une nouvelle détermination. Le 24, le quartier général de Hitler a reçu la nouvelle de la démission du Duce en même temps que des rapports arrivaient de Hambourg sur un important raid aérien sur la ville. Le raid était le premier de 3 attaques sur Hambourg dans lesquelles le Bomber Command de la RAF a confondu les défenses radars allemandes avec des centaines de milliers de bandes d'aluminium codées Window. Avec les chasseurs de nuit de la Luftwaffe et les canons anti-aériens aveuglés, les Britanniques ont largué des incendiaires sur le vieux centre de la ville, l'incendiant et créant un incendie qui aspirait tout et tout le monde sur son passage. On estime que 30 000 hommes, femmes et enfants ont perdu la vie, et 1 demi-million de personnes ont été rendues sans abri. Dans les derniers jours de juillet 1943, des rumeurs sur la destruction et le nombre de morts à Hambourg ont propagé une vague de peur à travers les autres villes allemandes, jusqu'à présent épargnées par les bombardements alliés. Et au sein du parti nazi, les gens se sont demandé pour la première fois si le mécontentement populaire face à la façon dont la guerre se déroulait pourrait faire s'effondrer le régime de Hitler comme celui de Mussolini. Dans le camp allié, le général Patton était déterminé à arriver le premier à Messine. Il a dit à l'un de ses commandants « C'est une course de chevaux dans laquelle l'honneur de l'armée américaine est en jeu. Nous devons prendre Messine avant les Britanniques. »
La 7e armée américaine et la 8e armée britannique se sont retrouvées coincées dans les contreforts de l'Etna et même lorsqu'elles ont réussi à déloger les troupes allemandes et italiennes de leur position en hauteur, les troupes alliées ont été retardées par les champs de mines ennemis et les démolitions de ponts. Lorsque les premières troupes américaines sont entrées à Messine, tôt le 17, elles ont trouvé la ville déserte. Peu de temps après que Patton ait accepté sa reddition, une petite colonne motorisée britannique est entrée dans le port. Blood and Guts avait gagné la course, mais c'était une victoire en demi-teinte. En seulement 6 jours et 7 nuits, 40 000 Allemands et plus de 60 000 Italiens avaient été évacués à travers le détroit de Messine, avec la plupart de leurs véhicules, armes lourdes et réserves. Avec la Sicile désormais entre leurs mains, les Britanniques et les Américains pouvaient diriger en toute sécurité les convois maritimes à travers la Méditerranée au lieu de devoir les envoyer tout autour de l'Afrique jusqu'au canal de Suez. Tard dans la soirée du 17 août, le jour où l'opération Husky s'est terminée, 571 bombardiers Halifax et Lancaster ont décollé de base en Lincolnshire et en East Anglia pour attaquer le centre d'armes expérimental ultra-secret allemand à Peenemünde sur la Baltique. Au cours des mois précédents, les missions de reconnaissance photo de la RAF sur Peenemünde avaient révélé l'existence de la fusée à longue portée Aya-4 et de la bombe volante FG-76 qu'Adolf Hitler espérait utiliser contre Londres avant la fin de 1943. Pendant l'attaque de la RAF, 1600 tonnes de bombes et 231 tonnes d'incendiaires ont été larguées, détruisant une grande partie du site et tuant plus de 730 personnes, dont 2 scientifiques allemands clés. Les Britanniques espéraient que ce raid aérien porterait un coup fatal au programme d'armes secrètes des nazis. Mais à la fin de l'année, il était clair que les Allemands poursuivaient les essais de fusées et de bombes volantes dans des centres d'essais hors de portée des bombardiers alliés. Aussi, le 17 août, Churchill et Roosevelt et leurs conseillers militaires et diplomatiques se sont réunis pour la 2e fois en 3 mois, cette fois sur le sol canadien à Québec. La conférence a été baptisée Quadrant. À l'ordre du jour, l'opération Overlord, le théâtre méditerranéen, l'Extrême-Orient et Tube Alloys, le nom de code du projet conjoint anglo-américain pour produire une bombe atomique. Depuis des mois, le leader britannique préconisait des débarquements en Italie continentale car de là, les Alliés pourraient frapper les Balkans ou ouvrir la voie maritime vers l'Union soviétique via l'Égée, si la Turquie pouvait être persuadée d'abandonner sa neutralité. Roosevelt a rencontré Churchill à mi-chemin. Une fois que les troupes alliées étaient fermement établies en Sicile, Eisenhower a reçu l'ordre de commencer à planifier une invasion de l'Italie. Le renversement de Mussolini a rendu le projet urgent, mais il y avait une limite de temps car beaucoup des engins d'invasion fournis par les Américains devaient être transférés dans le Pacifique. Cependant, où les Alliés devraient-ils atterrir ? Churchill était tout à fait pour atterrir aussi loin que possible sur la péninsule italienne, en commençant par Rome. Pourquoi devrions-nous ramper sur la jambe comme un insecte de récolte de la cheville vers le haut ? Frappons plutôt au genou, a-t-il grondé. Les planificateurs d'Eisenhower, réticents à atterrir n'importe où au-delà de la portée des combattants alliés, se sont installés pour ce qu'ils croyaient être un compromis sûr. Opération Avalanche, un débarquement de 190 000 soldats britanniques et américains dans le golfe de Salerne sur la côte ouest de l'Italie. Une fois à terre, les troupes alliées avanceraient tôt sur Naples pour sécuriser leurs lignes d'approvisionnement, puis se dirigeraient vers l'Adriatique pour piéger les forces allemandes encore présentes dans le sud de l'Italie. Hitler, informé par ses services de renseignement que les Italiens voulaient faire défection, a ordonné la concentration de puissantes réserves à l'extérieur de Rome et dans d'autres lieux clés à travers l'Italie. Si Badoglio changeait de camp, le haut commandement allemand a élaboré un plan, nom de code Axis, pour saisir le roi d'Italie et le gouvernement italien, désarmer toutes les troupes italiennes et occuper les installations clés.
Mais Hitler hésitait encore, et entre-temps, il n'avait pas oublié son ami Mussolini, qui avait été emprisonné par le gouvernement de Badoglio depuis le 25 juillet. Les parachutistes SS, sous le commandement du major Otto Skorzeny, ont reçu la tâche de trouver le DUS et de le ramener en Allemagne. Au 4e anniversaire de la déclaration de guerre du Premier ministre Neville Chamberlain à l'Allemagne nazie, les troupes britanniques et canadiennes appartenant à la 8e armée de Montgomery ont traversé le détroit de Messine lors d'une opération nommée Baytown. Sous le couvert d'un barrage d'artillerie lourd, ils ont débarqué à Reggio di Calabria et n'ont rencontré absolument aucune résistance. À la tombée de la nuit, ils avaient fait prisonniers 3 traînards allemands et 3000 Italiens amicaux. Pour la première fois depuis avril 1941, les troupes britanniques étaient de retour en force sur le continent européen. Mais Montgomery avait toujours douté de la valeur de Baytown. À son avis, un débarquement de la 8e armée à la pointe de l'Italie n'aiderait pas le principal débarquement allié à Salerne lorsqu'il se produirait. Mais il a fait ce qu'on lui avait ordonné. Cependant, ces troupes, retardées seulement par de petites arrière-gardes allemandes, ne semblaient pas pressées d'avancer vers le nord. Pendant 2 jours, à partir du 5 septembre, les troupes américaines et britanniques des 3 divisions et des 2 brigades de commando participant à la phase d'assaut de l'opération Avalanche ont embarqué depuis les ports d'Afrique du Nord et de Sicile. Ils appartenaient à la 5e armée américaine sous le commandement du général Mark Clark. Son armée devait atterrir sur un front de 35 miles dans le golfe de Salerne entre Amalfi, sur la péninsule de Sorrente à gauche, et Agropoli à droite, avec la ville de Salerne à peu près au centre. Clark espérait surprendre l'ennemi, il a donc renoncé aux bombardements aériens et navals préliminaires habituels. C'était une décision imprudente. Clark était un officier courageux et charismatique, mais jusqu'à présent dans cette guerre, il n'avait pas commandé de troupes au combat. Alors que la flotte d'invasion se dirigeait vers Salerne, la nouvelle de la signature de l'armistice avec Badoglio a été diffusée à la radio alliée. L'annonce a pris la plupart des Italiens par surprise, mais elle a incité les Allemands à agir. Les troupes sous le commandement du maréchal Kesselring, commandant du théâtre méditerranéen d'Hitler, ont rapidement mis en œuvre l'opération Axis. La plupart des forces que Badoglio espérait amener du côté allié ont été soit désarmées, soit submergées. Heureusement pour la 82e division aéroportée américaine, son largage aérien prévu sur Rome avait été annulé à la dernière minute. Cependant, la principale flotte de bataille italienne a réussi à prendre la mer depuis sa base de La Spezia. Alors qu'elle passait devant la Sardaigne pour rencontrer la Royal Navy, le cuirassé Roma a été détruit par une nouvelle arme anti-navire allemande, la bombe planeuse HS-293. Mais le reste de la flotte italienne est arrivé en toute sécurité à Malte. Le 11 septembre, l'amiral Sir Andrew Cunningham, commandant en chef de la flotte méditerranéenne de la Royal Navy, a signalé à l'amirauté à Londres « Veuillez informer leur seigneurie que la flotte de bataille italienne est maintenant ancrée sous les canons de la forteresse de Malte. » Dans les 12 heures précédant leur atterrissage dans le golfe de Salerne, les 80 000 soldats alliés participant à la phase d'assaut de l'opération Avalanche ont découvert à leur grand désarroi que l'ennemi savait qu'ils étaient en route car les bombardiers de la Luftwaffe ont lancé des attaques sporadiques sur la flotte d'invasion. Avant l'aube du 9 septembre, les premières vagues de troupes britanniques et américaines ont embarqué sur leurs navires de débarquement. Et, lorsqu'elles ont approché leur plage d'invasion, elles ont été soumises à un feu ennemi intense. Dans le secteur britannique, les navires de guerre soutenant le débarquement des 46e et 56e divisions ont bombardé les défenses de côtières ennemies. Mais dans le secteur américain, à Paestum, le commandant de la 36e division du Texas, qui entrait en action pour la première fois, a obéi à l'ordre de Clark de ne pas déclencher un barrage d'artillerie de soutien sur la côte.
En conséquence, les Texans ont subi de lourdes pertes. Le maréchal Kesselring avait correctement deviné l'emplacement du principal débarquement des Alliés en Italie. Pour le vaincre, il avait déployé 6 divisions sous le commandement du général Heinrich von Vietinghoff, commandant de la 10e armée, à une distance facile de Salerne. Mais au début, les débarquements alliés se sont bien passés. Les Rangers américains et les commandos de l'armée britannique ont rapidement capturé la ville de Salerne et saisi les cols de montagne menant à Naples sur le flanc gauche du 5e corps d'armée américain. Cependant, les 3 divisions d'assaut ont rapidement eu un combat difficile entre les mains lorsqu'elles ont poussé plus loin à l'intérieur des terres. Les failles de l'opération Avalanche ont commencé à se montrer. La tête de pont de la 5e armée américaine était trop large pour seulement 3 divisions d'assaut et les vétérans du combat de von Vietinghoff ont rapidement exploité l'écart entre les Britanniques à gauche et les Américains à droite. Les Rangers et les commandos défendant les cols de montagne se sont retrouvés dangereusement exposés aux attaques ennemies de reconnaissance. Le 12 septembre, les combats à Salerno sont entrés dans leur phase la plus critique. Les Allemands étaient déterminés à éliminer la tête de pont de la 5e armée américaine avant que la 8e armée de Montgomery n'ait eu le temps de la renforcer depuis le sud. Au cours des 72 heures suivantes, de féroces contre-attaques menées par des groupes de combat allemands ont failli réussir à repousser les Américains à la mer. Mais l'ennemi a été repoussé par l'artillerie de la 5e armée américaine et les canons des navires de guerre alliés qui se trouvaient au large. Des renforts alliés ont été précipités à Salerno et le moment de crise est passé. Le 16 septembre, la 8e armée de Montgomery a finalement rejoint la 5e armée américaine de Mark Clark et le même jour, von Vietinghoff a ordonné à la 10e armée allemande de se retirer vers le nord. L'épreuve de la 5e armée américaine à Salerno était enfin terminée. Comme d'habitude, les Allemands ont mené une retraite habile. Ce n'est que tard dans la soirée du 1er octobre 1943 que des unités de la 7e division blindée britannique sont entrées à Naples, qui était bien sûr l'objectif principal de l'opération Avalanche. L'opération était terminée, elle avait coûté aux Alliés plus de 12 000 victimes, dont 2 000 morts et 3 500 disparus. Mais les forces de von Vietinghoff, en infériorité numérique et dépassés en puissance de feu, ont vécu pour combattre un autre jour. Il en était de même pour l'ami et allié d'Adolf Hitler, Benito Mussolini. Les Alliés avaient fait leur premier pas hésitant sur le continent européen. Mais la lutte pour le ventre mou de l'Europe, comme Churchill aimait à appeler l'Italie, ne faisait que commencer.